La F1 est un horrible sport individuel. C'est vrai, c'est super nul. Tu peux être le meilleur pilote du monde, si t'as une voiture moisie, impossible de faire quoi que ce soit. Et si t'es juste un pilote moyen, avec une bonne voiture, bah tu peux faire des merveilles. C'est pas juste. Bon, j'en ai vu des gens me dire ça à moi, fan de F1, et moi évidemment en tant que fan, ça me saoule. Je tente de leur rétorquer que c'est faux, que les bons pilotes finissent toujours par s'en sortir, qu'il n'y a pas que la voiture qui joue. Mais en fait, j'ai juste le seum. Et plus je me débat, plus je m'enfonce dans les sables mouvants de la mauvaise foi. Parce qu'au fond, ils ont raison. La F1 c'est nul, car il faut avoir la meilleure voiture pour gagner. C'est vrai, les gens qui le disent, ils ont pas tort. C'est quand même super rare qu'on ait un champion qui n'a pas eu la meilleure voiture sur l'ensemble de la saison. Donc c'est un argument valide, je trouve, pour ne pas aimer la Formule 1. Mais cet argument, il témoigne aussi d'une chose, d'une profonde incompréhension de pourquoi la F1 passionne autant de gens. Si vous suivez la F1 juste pour les pilotes, c'est normal que vous finissez par me dire des phrases du genre « Je comprends pas pourquoi autant de gens adorent ce sport alors que c'est biaisé ». Si, vous me dites ça, si. Et c'est un problème d'angle de vue. Vous prenez le problème à l'envers, et donc vous ne comprenez pas ce qui intéresse réellement les fans. Parce que la F1, c'est tout sauf un sport individuel. Allez, si je prends deux sports, disons le football et le triathlon. À votre avis, de quel sport on peut rapprocher le plus la F1 ? On a envie de dire le triathlon, C'est une course, comme la F1, et c'est un coureur qui affronte seul d'autres coureurs. Sauf, évidemment, vous voyez où je veux en venir. En réalité, un coureur de F1, il va avoir plus de points communs avec le buteur d'une équipe de football qu'un coureur de triathlon. Je m'explique. Le buteur, au foot, il n'a pas son destin entre ses mains. Il dépend avant tout des efforts collectifs de toute une équipe qui doit travailler ensemble avec un seul but, lui fournir la meilleure opportunité que possible pour marquer. Le buteur, il peut être aussi bon qu'il veut, si l'équipe ne lui fournit jamais cette opportunité, il ne pourra jamais montrer son talent, et il gagnera pas. Et pourtant, il a une responsabilité immense. Il ne peut certes pas faire gagner une équipe à lui tout seul, mais il peut par contre la faire perdre, s'il rate l'opportunité qu'on lui a fournie. Et un pilote de F1, il a exactement cette même responsabilité. Toute l'équipe de F1 travaille ensemble pour lui donner une opportunité de faire un bon résultat. Si ce travail n'est pas bon, le pilote il pourra jamais faire de bons résultats. Par contre, un pilote tout seul peut faire perdre toute une équipe, même si le travail fait en amont, il est parfait. On a eu un bon exemple avec l'année 2024 de Pérez. Bref, le pilote, il est comme le buteur de foot. Il porte la responsabilité qu'il ne peut pas faire gagner son équipe tout seul, mais qu'il peut la faire perdre. Et pourtant, malgré tout, on sait reconnaître un bon buteur. Même dans des équipes de seconde zone. Oui, un bon buteur ne gagnera pas de grande compétition s'il ne rejoint pas une grande équipe, ça c'est sûr. Je pense ne pas trop mouiller en disant que si Messi il avait joué pour Valenciennes, il aurait pas eu 8 ballons d'or. Et c'est pareil en F1. On sera jamais champion avec une mauvaise voiture. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas être considéré comme un bon pilote par ses pairs, mais il faut accepter que notre talent ne sera jamais récompensé par un résultat. Et c'est aussi ça qui fait la beauté de la F1. Parce que la F1, c'est pas là pour déterminer qui est le meilleur pilote. Donc arrêtez de débattre sur ça, c'est des débats stériles de fans, ça mène nulle part. On saura jamais qui est réellement le meilleur pilote du plateau. D'ailleurs, pour moi, le palmarès d'un pilote, il devrait jamais être dissocié de celui de son équipe. Car la F1, c'est un sport d'équipe. Ce n'est pas Hamilton qui a eu 7 titres de champion du monde, c'est Hamilton et Mercedes ensemble qui en ont eu 6, et Hamilton et McLaren qui en ont eu 1. Car la F1, c'est un sport d'équipe. On ne suit pas la performance d'un pilote, mais d'une association de multiples ingénieurs, de mécaniciens et de pilotes qui travaillent ensemble pour avoir le meilleur résultat possible. Et d'ailleurs, les pilotes le savent très bien. Et la phrase « nous perdons et nous gagnons ensemble », elle est très récurrente en F1. Et beaucoup de fans de F1 l'ont aussi compris, et ne soutiennent pas forcément un pilote en particulier, mais toute une équipe. Un peu comme quand on supporte une équipe de foot, on y revient, dont les pilotes ne seraient que de simples attaquants finalement. On suit donc une équipe dont on est supporter, avec son développement de la voiture, ses hauts et ses bas, ses recrutements, à se réjouir du recrutement de tel ou tel pilote, mais aussi en termes d'ingénieurs et de directeurs, car ils sont presque plus importants pour la performance d'une équipe que les pilotes. Bref, beaucoup de fans se plaisent bien plus à suivre l'actualité d'une équipe entière que juste celle d'un pilote. Parce que comme je l'ai dit, la F1 doit d'abord être vue comme un affrontement d'équipe avant d'être un affrontement de pilote. Parce que la F1 n'est pas un sport de pilote, mais un sport d'ingénieur. Car à la base, historiquement, je veux dire, la F1 c'est des constructeurs d'auto qui s'affrontent pour savoir qui a fabriqué la meilleure machine. Et le pilote, c'est seulement une des pièces du puzzle, parce qu'il faut bien quelqu'un pour la conduire, la machine. Il est important le pilote, attention, très important même. Il doit ramener la voiture au bout et réussir à extraire le maximum de performance possible de la voiture. Donc le choix d'un pilote, c'est quand même d'une importance capitale. Mais au final, c'est pas lui qui fait la performance, mais bel et bien la voiture. Et si jamais vous voulez voir des courses de pilotes, il y a plein de catégories monotypes qui existent, il y en a dans tous les pays, et là c'est vraiment le
pilote qui fait la diff. Enfin, parfois. Il y a toujours moyen de magouiller, hein, même dans les catégories monotypes. Et pourtant, ces catégories monotypes, elles font largement pas autant d'audience que la Formule 1. À croire que ce qui intéresse les gens, c'est bel et bien de voir des affrontements d'équipes qui ont des moyens différents. Et tout ce système, il est normal, hein, c'est comme ça que la F1 a toujours fonctionné. Et ceux qui clament que c'était pas le cas avant, qu'on avait des bagarres bien plus serrées, et que tout était tellement mieux, ils se souviennent mal. Hein. À la première saison de F1, en 1950, si vous voulez gagner, il fallait une Alfa Romeo. Voilà. Et ça n'a jamais changé. On a toujours eu des ingénieurs qui créaient des voitures avec lesquelles des pilotes écrabouillaient toute la concurrence. Et à l'inverse, on a toujours eu des bons pilotes qui n'ont jamais pu avoir de bons résultats parce que pas dans la bonne équipe. Comme Stirling Moss, dès les années 50. Comme quoi ça a toujours été comme ça, à toutes les époques. Il y a un truc qui est vrai cependant, et c'est pour ça que les gens disent ça en fait, je vais être de bonne foi quand même, c'est qu'à l'époque, les coups d'éclat de jeunes talentueux, c'était plus courant. Tout simplement parce qu'on était avant l'ère du numérique, tout était plus artisanal, il y avait beaucoup plus d'éléments qui étaient pas maîtrisés. Il y avait encore des voitures qui tombaient en panne d'essence à un tour de la fin, parce que des équipes s'étaient trompées dans leurs calculs. En F1, le pinacle du sport auto. On imagine bien donc qu'il y avait une part de potentiel inexploité dans ces voitures, et certains pilotes avaient un génie pour exploiter cette part que d'autres n'arrivaient pas à exploiter. Senna ou Schumacher par exemple, ils faisaient partie de ces pilotes-là. Et les voitures aussi, faut le dire, elles étaient plus complexes à piloter. On avait une boîte méca et 3 pédales déjà, ça complexifie quand même vachement plus le pilotage. Et puis ces voitures, elles étaient certes plus lentes qu'aujourd'hui, mais aussi plus brutales dans leur comportement, plus instables. Et trouver les derniers dixièmes, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, ce qui créait des écarts plus grands entre les bons et les mauvais pilotes, ce qui permettait du coup aux bons pilotes de mieux se démarquer. Aujourd'hui, c'est plus pareil, tout est si contrôlé et si précis qu'on sait où trouver la performance. Les voitures sont tellement stables, fiables, performantes en fait, c'est ça le problème. De toute façon, incroyablement bien construites les F1 modernes. Mais du coup, ça rend l'exploit individuel plus compliqué. Il y a moins de marge pour le facteur humain. Ça n'empêche pas les coups d'éclat, bien sûr. Il y en a, je pense récemment au double podium d'Alpine par exemple, mais ça devient de moins en moins courant et finalement beaucoup plus dépendant des circonstances de course que du talent brut du pilote en lui-même. Bon, est-ce que je viens d'écrire tout un paragraphe en expliquant que la F1 c'était un sport d'ingénieur et pas de pilote? Non, c'est impossible. Vous devez mal vous souvenir. Concluons un peu. Si on doit vraiment retenir quelque chose, c'est que la F1, quand on prend un peu de recul, c'est un sport d'ingénieur et de pilote. Oui, je vous ai un peu menti avant en grossissant le trait, mais la conclusion paraît tellement tiède, fallait bien vous alpaguer un peu. Si on nuance trop, les gens ils arrêtent de regarder, après c'est chiant un peu. Bon, la nuance elle arrive maintenant du coup. La F1, c'est un sport un peu bâtard, qui est à la fois un sport individuel et un sport collectif. Et c'est ça qui rend ce sport unique. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Je pense vraiment qu'il faut d'abord le voir comme une compétition d'ingénieurs, parce que c'est quand même ce que c'est à la base. Mais le facteur humain décisif qu'est le pilote, il est beaucoup trop important pour le retirer comme ça de l'équation. Évidemment, c'est un peu comme une fusion entre la course à pied et les compétitions de robots là qui se cassent la gueule là, vous voyez ce que je veux dire? si, je vous jure. Et ce facteur humain, c'est lui aussi qui nous fait nous attacher à ce sport et qui permet de créer du coup un véritable lien avec le public. C'est pas pour rien que ce que l'histoire retient, c'est surtout le nom des pilotes. Et pourtant, c'est quand même bien le pilote et l'équipe qui forment un grand tout indissociable, tellement que la performance est liée à chacun de leurs efforts. Surtout que le pilote, il a un rôle dans le développement de la voiture. Avec tout ça, c'est uniquement en réalisant que c'est ça l'essence de la F1, qu'on peut vraiment commencer à l'apprécier, je pense. Faut pas s'intéresser seulement aux pilotes, mais à tous les acteurs de la compétition. Au team, avec leurs différents budgets et leurs objectifs, aux ingénieurs responsables à la fois de la construction et des réglages de la voiture, mais aussi aujourd'hui de la stratégie de course, aux directeurs des teams, qui sont des personnages aussi cultes et importants pour les fans que les pilotes eux-mêmes, et qui sont les clés de voûte d'une équipe, et évidemment quand même aux pilotes, qui restent les personnages centraux de cette compétition et qu'on adore aimer et qu'on adore détester. Et en prenant tout ça, on commence à vivre pleinement chaque course. On comprend tous les enjeux de chaque team, et chaque Grand Prix devient passionnant. Et même si parfois il se passe pas grand-chose, on va pas se mentir, quand on sait regarder, on trouve toujours un petit enjeu intéressant quelque part. Donc merci à tout ce beau monde de nous faire vivre ensemble toutes ces émotions que peut nous prodiguer la Formule 1. Et si vous avez encore du mal à vous y mettre, je vous propose quand même de réessayer une dernière fois, tenter une nouvelle trajectoire et attaquer la F1 sous un autre angle. Et qui sait, vous allez peut-être tomber vous aussi dedans sans vous en rendre compte. Allez, bisous!